Mesdames et bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Cérémonie de présentation des résultats des enquêtes menées par le réseau Afro-Baromètre au Niger ce matin au siège de l'ASDEL. Ces enquêtes sont dirigées par le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, l'ASDEL. Le résumé de la cérémonie avec Nafissatou Yahya et Cheb Guissou. Selon la plus récente enquête du réseau de recherche panafricain Afro-Baromètre au Niger, 2/3 des Nigériens pensent que le pays est orienté dans la mauvaise direction et la moitié des citoyens décrivent très mal leurs conditions de vie. L'initiative est celle du laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local l'ASDEL à travers ce réseau et dont la présentation des résultats fait l'objet de la présente cérémonie. Afro-Baromètre, c'est une initiative des chercheurs africains qui vise à faire une série d'enquêtes quantitatives pour mettre à la disposition des décideurs, de la société civile, des étudiants, des chercheurs, des informations brutes de terrain pour leur permettre de faire des analyses et des commentaires par rapport à la situation du pays. Et plusieurs points sont touchés. Vous avez suivi ici, on a parlé de la corruption, mais ce n'est pas la corruption seulement, ça c'est juste une dissémination. Il y a des questions liées à la santé, des questions liées à l'éducation, à la justice, à l'environnement. Vraiment, tous les secteurs de la vie socio-économique du Niger sont investigués. Et c'est des données des Nigériens du plus profond du Niger, parce que vous avez vu, tout le Niger a été concerné, même les zones où citées comme rouges, c'est-à-dire à savoir Difa, le nord de Tillabéri. Toutes ces régions ont été concernées par les enquêtes et au total 1200 Nigériens ont été enquêtés, 600 femmes et 600 hommes pour avoir ces données-là. Les résultats sont vraiment nombreux. Je vous ai dit que tous les secteurs sont concernés, mais on fait une ou deux disséminations. Et là, la première dissémination elle porte sur la corruption et les conditions socio-économiques des Nigériens. Mais si vous partez sur le site www.afrobaromètre.org, vous allez voir que sur le Niger, il y a tellement de données sur les secteurs. Et donc, si vous voulez que je revienne particulièrement sur la dissémination d'aujourd'hui, c'est des questions de conditions de vie. Vous avez vu que les Nigériens les perceptions des Nigériens par rapport à leurs conditions de vie sont assez pessimistes parce que on a plus de la moitié des Nigériens qui pensent qu'ils vivent mal et que les conditions de vie sont défavorables. Le deuxième point, c'est sur la corruption et on a vu plus de 60% des Nigériens pensent que l'administration nigérienne est corrompue et que la corruption touche particulièrement les gendarmes et les policiers. Pour rappel, l'Afro-Baromètre est un réseau de recherche panafricain et non partisan présent dans 37 pays d'Afrique qui mène des enquêtes d'opinion publique sur la démocratie, la gouvernance, les conditions économiques et les questions connexes en Afrique. Le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement a tenu ce matin une rencontre d'échange avec les différents chefs de quartier. Une rencontre qui a été axée donc sur l'accès à l'eau potable et d'autres précisions dans ce compte rendu de Asma Seydou et Ali Bourema. Sensibiliser et échanger avec les différents chefs des quartiers sur l'importance, l'utilisation et l'accès à l'eau potable pour la population, c'est l'objet de la présente rencontre initiée par le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGIA. L'accès à l'eau potable, l'un des problèmes majeurs des populations de plusieurs zones au Niger. L'objectif de cette rencontre avec les chefs des différents quartiers de Niamey, des 5 communes de Niamey, c'est justement de les informer de la problématique d'accès à l'eau potable. Parce que vous savez que c'est eux qui sont proches des communautés, c'est eux qui vivent la situation de la chair. Nous avons discuté avec eux sur 3 points essentiels. Le premier point, d'abord de rappeler les efforts consentis par le gouvernement du Niger dans l'alimentation en eau potable en milieu urbain et semi-urbain. Et deuxièmement, les défis de le secteur. Et la troisième, c'est des solutions effectivement que nous envisageons pour améliorer le secteur. En termes de défis, malgré tous les efforts consentis par le gouvernement du Niger dans le secteur de l'eau, comme je l'ai rappelé, de 2001 en 2017, le gouvernement a injecté
injecté plus de 212 milliards de francs CFA en milieu rural et urbain, en milieu urbain et semi-urbain autant pour moi, pour amener les pauvres à avoir accès à l'eau potable de qualité. Mais aujourd'hui, malgré tous ces efforts, les pauvres ne sentent pas effectivement cette opportunité que l'État lui a offert. En fait, parce que tout simplement, ceux qui sont riches ne payent pas l'eau au prorata de leur gaspillage. Normalement, quand vous gaspillez l'eau, vous consommez l'eau, il faut payer le prix de l'eau. Imaginez 1000 litres pour 127 francs CFA. On a dit non. Pour que l'État puisse avoir des ressources conséquentes pour faire face à la situation, en tout cas des pauvres, pour avoir accès à cette eau, en tout cas de qualité, il va falloir que l'État révise les prix. Présents à la rencontre, les chefs des quartiers saluent l'initiative avant de lancer ce cri de cœur. C'est une bonne initiative. Nous sommes très contents et nous sommes très fiers de cette initiative. Donc maintenant, ce que nous voudrons, c'est que de renforcer d'avance leur capacité là. Parce que c'est vrai, il y a des quartiers qu'on appelle zones non loties qui jusqu'à présent ils ont un problème d'eau. Par exemple, moi dans mon quartier, actuellement il y a une partie qui n'a pas cette eau. Parce que pourquoi? Manque d'extension du réseau. Donc maintenant, dans tous ces parages-là, il faut essayer de mettre au moins les réseaux, l'extension du réseau là. L'eau c'est la vie. Tant qu'il n'y a pas l'eau, donc il n'y a pas une propriété. Tant qu'il n'y a pas cette propriété-là, encore chose, comment ça s'appelle, la vie elle est diminuée. Tout autour de l'eau. Le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, conformément à sa mission, demande à l'État nigérien de revoir certaines mesures le plus tôt possible et créer les conditions pour faciliter l'accès à l'eau potable aux personnes les plus vulnérables. Du sport dans ce journal avec un retour sur les combats truqués qui ont eu lieu donc à la 40e édition du Sabre national, des combats truqués entre les lutteurs de Tawa et ceux de Dosso qui continuent donc à susciter des interrogations sur la manière dont le tirage s'est déroulé. Eh bien, l'expert en lutte traditionnelle, Maître Marie Malam Daouda, explique dans cet extrait la stratégie utilisée par les responsables des deux délégations au moment du tirage. On l'écoute un extrait. Dans un premier temps, nous avions même condamné, tous les autres ont condamné la table technique. On a dit, bon, si vous condamnez la table technique, eh bien, donnez-nous vos représentants. C'est là qu'ils ont donné les représentants de Ligue. Ah, M. Hassan Saleh, vous savez bien que le cœur n'a pas d'os ni de cartilage. Ça veut dire qu'il y a toujours un parti pris. Ces gens-là supportaient leur région. Ils sont partis faire ils sont partis, par exemple, une feuille qu'on devait tirer devait être pliée en 4 et jeter dans le bonnet ou dans la tasse ou dans la calebasse au dernier moment. Mais les bonhommes, ils se sont arrangés à la veille de la compétition pour dire: ah, voilà, on va identifier les fiches des invaincus. Au lieu de plier en 4, après avoir plié en 4, ils ont fait un petit bout de plié. Et déchirer le bout, parce que même si ça se défaisait, la déchirure était là. Et c'est ça qu'ils ont dit: ah, ça c'est des invaincus. Ah, vous vous êtes arrangé. Si toi tu es vaincu, quand tu viens, tu prends l'invaincu pour lui donner la victoire. Est-ce que tu comprends? Si tu es debout, quand tu viens, voilà une fiche de debout, tu reprends la fiche de quelqu'un qui est tombé, et c'est cet arrangement. L'actualité hors de chez nous, aux États-Unis, le président américain Donald Trump décide à poursuivre le bras de fer avec les démocrates autour du financement anti-immigration. Les images. C'est l'impasse. Après leur rencontre avec Donald Trump, les élus démocrates évoquent des discussions très tendues avec le président, selon eux, inflexibles. Nous avons demandé au président une nouvelle fois de ne pas prendre en otage des millions d'Américains, des centaines de milliers de travailleurs. Il faut faire refonctionner le gouvernement et reprendre les discussions. Le président a résisté et a dit qu'il laisserait le shutdown des mois ou même des années. Des propos confirmés par Donald Trump, qui continue de réclamer 5 milliards de dollars pour rallonger le mur le long de la frontière mexicaine.
Le président américain dit vouloir lutter contre le trafic de drogue et l'immigration clandestine et ainsi tenir sa promesse de campagne, même si le nombre d'interpellations à la frontière est au plus bas depuis les années 2000. Face à l'opposition des démocrates, désormais majoritaire à la Chambre des représentants, Donald Trump menace. On peut déclarer l'urgence nationale et construire le mur très rapidement. C'est une autre manière de le faire. Mais si on peut le construire en ayant négocié un accord, ce serait encore mieux. Légalement, le président pourrait en effet se passer de l'aval du Congrès. Mais une telle manœuvre déclencherait un autre bras de fer entre la Maison-Blanche et les parlementaires, y compris républicains. Avant d'en arriver là, de nouvelles discussions doivent se poursuivre ce week-end sous l'égide du vice-président Mike Pence. En attendant, 800 000 fonctionnaires fédéraux sont au chômage technique ou en congé forcé. Dans ce village thaïlandais, la rue s'est transformée en rivière et l'eau s'est invitée dans les rez-de-chaussée. Une montée des eaux au passage de la tempête Pabuk dans cette province du sud du pays. À Surat Thani, comme ici à Nakhon Si Thammarat, des arbres arrachés, mais aussi des poteaux électriques emportés par des vents soufflant jusqu'à 75 km/h. Dans la région, près de 30 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Après la tempête, place déjà ici au nettoyage et aux premiers inventaires. Le réfrigérateur, la télévision, les fenêtres du côté ont été détruites. Son voisin Bunchwa est content de retrouver ses animaux. Un peu de réconfort, car le constat est amer. Les toits de certaines pièces ne sont plus là. La maison est remplie de boue. À l'heure du bilan, plus de peur que de mal, disent les autorités qui avaient pris leurs précautions à l'arrivée de cette première tempête tropicale dans le royaume depuis 30 ans. Au total, près de 30 000 personnes ont été évacuées sur le continent, mais aussi sur les îles très prisées des touristes. Dans les rues de Koh Tao, ce samedi presque un jour ordinaire, à quelques gouttes près, on circule au ralenti, les roues dans l'eau. La tempête Pabuk a laissé ici des quartiers entiers inondés. Même constat sur les îles voisines de Koh Phangan et de Koh Samui. Par précaution, le service de ferry et 3 aéroports avaient été fermés. Point final de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.